fidélité, nous retrouvons à présent notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin. Comme chaque matin, on fait le point de l'actualité en ce 521e jour de guerre. Alors l'actualité du jour, c'est Israël qui s'apprête apparemment à cesser d'approvisionner la bande de Gaza en électricité, Pascal. Oui, hier, le ministre israélien de l'énergie, Eli Cohen, a ordonné à la compagnie d'électricité de couper l'envoi de courant à la bande de Gaza. Deuxième étape de la pression exercée par Israël sur le Hamas après le blocage de l'aide humanitaire qui n'entre plus dans le territoire palestinien depuis dimanche dernier. En fait, Israël ne fournit que très peu d'électricité à Gaza. Le seul approvisionnement direct concerne la station d'épuration des eaux usées d'une des centrales de désalinisation d'eau de mer de l'enclave. Cette fourniture de courant avait d'ailleurs été interrompue dès le début de la guerre et rétablie seulement en novembre dernier. Pour l'instant, Israël continue en tout cas à fournir de l'eau à la bande de Gaza. Effectivement, puisque l'autre menace c'était de couper l'eau. Alors concrètement, comment ça affecte les Palestiniens? Parce que c'est vrai qu'on dit que apparemment Israël fournit une toute petite partie d'électricité et d'eau à la bande de Gaza. Est-ce que c'est le cas? Oui, en fait, pour l'eau, c'est effectivement différent. Disons que les centrales de désalinisation d'eau de mer de la bande de Gaza fournissent autour de 15% de la consommation d'eau potable de la population du territoire côtier. En ce qui concerne l'électricité, la majeure partie de l'électricité de la bande de Gaza est fournie par des panneaux solaires, par des générateurs. Alors évidemment, donc les panneaux solaires, l'électricité est obtenue directement de l'énergie solaire. Oui. En ce qui concerne les générateurs, là évidemment, il faut de la fourniture de carburant. Cette fourniture de carburant a été interrompue par Israël puisqu'elle entre dans le cadre de l'aide humanitaire de ces 600 camions qui entraient depuis le début de la trêve. Disons que pour l'instant, rien ne change concrètement pour la population de Gaza, au moins pour les 6 semaines à venir, compte tenu effectivement, bien évidemment, que ce délai est aussi consacré à la reprise des négociations sur la poursuite de la trêve. Alors justement, les négociations se poursuivent. On sait qu'aujourd'hui, une délégation israélienne, Pascal, va se rendre à Doha, au Qatar, pour une nouvelle série de pourparlers. Oui, alors du côté d'Israël, pas d'optimisme particulier sur un nouvel accord. La nouvelle proposition de compromis élaborée par Steve Witkoff, l'émissaire du président Trump, prévoit une prolongation de la trêve de 60 jours contre la libération de 10 otages en vie. Le Hamas, de son côté, réclame toujours le passage à la phase 2 de la trêve, qui aurait dû donc entrer en vigueur la semaine dernière, et c'est-à-dire le retrait de Tsahal de la bande de Gaza et la fin de la guerre. Mais l'élément nouveau, c'est que les États-Unis, qui ont clairement pris la main maintenant sur ce dossier, travaillent parallèlement sur 2 canaux. D'un côté, Steve Witkoff, qui doit revenir demain dans la région et qui négocie face aux médiateurs qataris et égyptiens sur la base de l'accord existant, donc pour essayer de prolonger la trêve et d'avancer de nouvelles libérations d'otages. Et de l'autre côté, simultanément, Adam Boehler, qui est, lui, chargé du dossier de tous les otages américains dans le monde. Et Adam Boehler, on le sait maintenant, discute directement avec le Hamas. Il est lui aussi mandaté par la Maison-Blanche, en priorité pour obtenir la libération des otages américains. 5 binationaux israélo-américains sont toujours captifs du Hamas, dont un seul est en vie, le soldat de Tsahal, Idan Alexander. Mais Adam Boehler, qui a donné d'ailleurs hier une série d'interviews aux médias israéliens, assure que son intention, et celle du président Trump, c'est de libérer tous les otages. Boehler se dit optimiste pour un accord dans les prochaines semaines et il va même plus loin puisqu'il parle d'une possible trêve de 5 à 10 ans et assure que le Hamas serait prêt à désarmer et à quitter le pouvoir politique. Nous explorons toutes les pistes, il faut tout faire pour obtenir des résultats. Le président Trump veut sceller de nouvelles paix et pas déclencher de nouvelles guerres, assure le diplomate américain. Les États-Unis semblent donc déterminés à trouver un accord coûte que coûte, même en passant par-dessus la tête d'Israël. Et oui, même un mauvais accord, quitte à l'avoir en tout cas. Et d'ailleurs, il a répondu, Adam Boehler, aux inquiétudes d'Israël. Il a dit hier, on comprend l'inquiétude, mais nous ne sommes pas des agents d'Israël.
Oui, nous ne sommes pas des agents d'Israël. Les États-Unis ont leurs propres intérêts. Et c'est cela qu'il faut entendre dans le message de l'émissaire américain. C'est-à-dire que, bien évidemment, Israël est un allié des États-Unis. On connaît le plan de Trump de stabilisation régionale, de normalisation avec l'Arabie saoudite, la neutralisation du programme nucléaire de l'Iran. Tout cela est évidemment en place, mais en fonction des intérêts des États-Unis, qui passent évidemment pour Trump Mm. avant ceux d'Israël, ce qui évidemment suscite une indignation, en tout cas une inquiétude non négligeable de la part des dirigeants israéliens. Des négociations directes avec le Hamas qui pourraient aussi entraîner bien des négociations directes, par exemple, avec l'Iran. Autre problème de l'État d'Israël. Israël pourrait se retrouver aussi là sur le côté face à des discussions à huis clos entre les États-Unis et l'Iran, Pascal. Et on voit que Donald Trump, là aussi, avance ses pions, puisqu'il a écrit au président iranien qu'il met aussi, il fait entrer la Russie dans le jeu, étant donné la proximité des relations entre Moscou et Téhéran, pour essayer de parvenir à un nouvel accord. Il ne faut pas oublier que l'accord international sur le nucléaire iranien signé en 2015, dont les États-Unis s'étaient retirés d'ailleurs durant le premier mandat de Trump, cet accord international expire en octobre de cette année et que donc il va falloir renégocier ou en tout cas trouver une solution. Et apparemment, le président Trump privilégie, là encore, si c'est possible, une solution négociée sans nécessairement prendre en compte les intérêts stratégiques d'Israël, en tout cas en première priorité. Alors, une information par ailleurs dans le reste de l'actualité, Pascal, c'est cette nomination, un nouveau porte-parole de l'armée qui arrive sur la scène internationale. Oui, il va falloir s'habituer à un nouveau nom. Exit Daniel Hagari, entrée de Efi Defrin, qui est donc depuis aujourd'hui le nouveau porte-parole de Tsahal, qui a été désigné d'ailleurs par le nouveau chef d'état-major, Eyal Zamir. Alors évidemment, la figure de Daniel Hagari était identifiée avec ses 16 mois de guerre. On s'était habitué Oui. à ses interventions, aussi bien d'ailleurs en Israël qu'à l'extérieur. Et donc Daniel Hagari a été évincé au profit de Efi Defrin, lui aussi d'ailleurs comme le chef d'état-major, un ancien du corps des blindés. Eh bien, merci beaucoup Pascal Sunshine pour ces informations. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 7h26 heure française.